Alors dans cette deuxième partie, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais bien entendu, je ne vais pas vous faire une analyse exhaustive des traités tels qu'ils ont été signés, du mandat de négociation. Je n'ai pas les capacités pour le faire, et d'autres que moi s'en chargent très bien sur le net. D'ailleurs, je vous mettrai des liens en bas de ma vidéo que vous pourrez visiter utilement, particulièrement sur le CETA, où le Canada a fait une petite vidéo extrêmement intéressante, euh, montrant que en fait c'était pratiquement la même chose que le TAFTA, contrairement à ce qu'on nous dit. Parce il faut souligner que ce qui se passe actuellement, c'est que devant l'opposition virulente, particulièrement en Allemagne, de l'opinion publique contre le TAFTA, les gouvernements, et particulièrement le nôtre, ont décidé de ne pas signer le TAFTA, mais alors ont pris le biais de dire ah non, mais le CETA par contre c'est complètement différent, c'est l'anti-TAFTA et vous allez pouvoir le signer les yeux fermés. C'est pas du tout vrai, un mensonge éhonté de dire ça. Dans le CETA c'est exactement la même chose. Il n'y a qu'une petite amélioration en ce qui concerne le tribunal, enfin le système des règlements des différends. Qui s'est un peu amélioré parce que ils se sont rendus compte que si on avait gardé le même que le TAFTA, on arrivait au même point et il y aurait eu une telle opposition que le CETA n'avait pas plus de chances d'être signé. Alors maintenant, on nous présente le CETA comme la panacée, mais ne nous laissons pas abuser par cette présentation et par nos gouvernants qui mentent et soyons vigilants. Alors, pour en revenir donc à ce TAFTA. Donc le mandat de négociation a été autorisé, a été entériné par le Conseil des gouvernements, parce qu'il faut revenir un petit peu sur, disons, la procédure qui a cours dans les instances européennes. Ce qui se passe. Donc la Commission européenne chargée des négociations, donc la Commission du commerce, fait des propositions en ce qui concerne le mandat au départ, a fait des propositions, un texte, et le présente au Conseil des gouvernements, au Conseil des ministres, c'est-à-dire au gouvernement des 28 pays, qui l'étudie et qui ensuite le renvoie à la Commission après accord, une fois que ça a été voté par le Conseil des ministres. Et la commission est chargée à ce moment-là de le mettre en œuvre. Donc il y a un mouvement itératif en quelque sorte de balance là. La commission propose ce qu'elle a à faire pour qu'une fois que ça soit accepté, elle le fasse. Bon, voilà. Donc dans ce mandat, on dit lorsque nous ferons le traité, donc en préambule, nous aurons un préambule. Bon, un préambule, c'est normalement, on peut penser que, comme dans les constitutions des pays, comme dans le nôtre, le préambule de la Constitution, c'est un texte qui a force de loi, qui a même valeur que les articles qui suivent. Pas du tout dans les traités internationaux, dans le traité qui va nous concerner, le TAFTA. Le préambule, ce sera une présentation d'attendus ou de concepts généraux qui n'auront strictement aucune valeur juridique. Alors dans ce préambule qu'on voudra nous présenter, il sera dit que les États-Unis, compte tenu des valeurs communes entre les États-Unis et l'Europe, nous avons décidé de etc. etc. Alors voilà. Alors valeurs communes entre les États-Unis et l'Europe. Alors là, il y a quand même une petite réflexion à avoir et une petite interrogation. Non que je nie que les États-Unis aient des valeurs humaines, mais communes, c'est beaucoup dire. Je pense qu'ils ont
leurs propres valeurs, qui sont ce qu'elles sont. On n'a pas à revenir là-dessus. Ils les ont choisis, ils les ont choisis. Leur histoire est là. Ils ont des valeurs anglo-saxonnes. Ils ont été colonisés par l'Angleterre au départ, et, et elles sont ce qu'elles sont, comme je dis. Mais on ne peut pas, à mon avis, dire qu'il y a beaucoup de valeurs communes entre les États-Unis et l'Europe. Alors, je vais prendre quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Par exemple, l'État, le rôle de l'État aux États-Unis et dans les pays européens. Je parlerai particulièrement d'une autre. En Europe, chez moi en France, nous avons une longue histoire qui remonte, disons, au temps des croisades ou au temps au Moyen Âge. À cette époque, il était courant que le Seigneur soit le protecteur des gens qui étaient sur ces terres. Lorsqu'il y avait des invasions ou des attaques, les gens venaient se réfugier au château. L'État a toujours été le garant de la sécurité et en quelque sorte de l'intérêt général. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? L'État fédéral est garant d'un minimum, mais lorsqu'il y a un problème, ce sont les individus qui se chargent de leur protection, ce sont les individus qui agissent. Il n'y a pas ce sens de l'intérêt général, ce sens de la protection. L'État n'est pas un État protecteur de l'individu. Margaret Thatcher l'a très bien dit à une certaine époque, elle disait « Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus ». Et regardons les pouvoirs publics aux États-Unis sont bien moins forts, bien moins nombreux que en Europe qu'en France. En France, bien qu'ils soient de plus en plus supprimés et de plus en plus faibles du fait du choix de l'ultralibéralisme de notre société, vers lequel nous voudrions tendre, enfin certains, eh bien, les pouvoirs publics, la base du pouvoir public, c'est justement de donner aux plus faibles une partie, de partager avec les plus faibles les services de l'État. C'est ça le pouvoir public. Et maintenant, on essaye de tendre vers une notion du privé, c'est-à-dire qu'on essaye de rentabiliser le service public, alors que normalement le service public n'est pas forcément rentable. Il est là pour servir la majorité des gens, pour servir tout le monde et particulièrement les plus faibles, pour qu'ils aient accès à tous les services de l'État, de la nation, que la nation leur propose. En ce qui concerne le droit du consommateur, bon, aux États-Unis, c'est l'individu qui doit, pour essayer de défendre son droit. Par exemple, on le voit, on l'a vu dans l'histoire d'une entreprise qui polluait. On en a fait un film d'ailleurs, qui est un très bon film. Une entreprise qui polluait la nappe phréatique et qui entraînait des maladies mortelles, etc. Les pouvoirs publics, les individus doivent se regrouper pour justement faire une action de groupe, pour essayer d'être plus fort et d'avoir le plus de moyens pour pouvoir se défendre contre ces multinationales, contre ces grands groupes, et pour pouvoir payer des cabinets d'avocats qui, aux États-Unis particulièrement, sont excessivement chers. En ce qui concerne le droit du travail, les États-Unis n'ont pas ratifié les règles de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. La France a ratifié ces règles. L'Organisation internationale du travail, je crois qu'elle a sorti plus de 160 ou 200 règles concernant le travail dans le monde, le travail des enfants, le travail, etc. Les conditions sanitaires, les conditions d'emploi, les règles du travail concernant les gens, de façon à les protéger, à respecter les droits humains.
les États-Unis n'ont pas ratifié et ils viennent de faire savoir, en concernant les négociations justement du TAFTA, ils viennent de faire savoir au commissaire européen que ils ne les ratifieraient pas. En ce qui concerne l'environnement, c'est la même chose. Ils n'ont pas ratifié Kyoto. Ils n'ont pas ratifié non plus la Cour pénale internationale parce qu'ils estiment qu'un Américain n'a pas à être jugé en dehors des États-Unis. Ils n'ont pas non plus, concernant la peine de mort, la vente des armes, etc., pas la peine d'assister, nous n'y reviendrons pas, on sait ce qu'il en est. En ce qui concerne les partis, le rapport des partis et de l'État, le parti politique et de l'État. Bon, nous, on a fait des progrès depuis quelques années. Bon, il y a eu, avec tous les scandales qu'il y avait eu concernant le financement des partis, on est arrivé à avoir quelque chose qui tient à peu près debout. On est arrivé à avoir des règlements qui sont maintenant de plus en plus sévères. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement, avec les problèmes que certains peuvent avoir avec ça. Aux États-Unis, il n'y a rien de tout ça. Le président Obama, quand il est arrivé au pouvoir, a voulu faire quelque chose. Il a essayé de mettre un plafond au financement, à ce que pouvait donner en financement une entreprise ou un individu à un parti politique. Il a mis un plafond, je sais plus, un plafond, mettons $100 000. Mais le président des États-Unis a quelqu'un qui est au-dessus de lui qui s'appelle la Cour suprême. Eh bien, la Cour suprême a annulé ce traité, a annulé cette décision du président Obama et a fait annuler et maintenant aux États-Unis il n'y a aucune règle concernant le financement des partis. Donc voilà. Donc la CI la Cour internationale des droits de l'enfant, elle n'a pas été ratifiée par les États-Unis. Ce qui veut dire que les États-Unis estiment qu'un pédophile ne peut pas être jugé en dehors de chez eux. Donc parler de valeurs communes entre les États-Unis et l'Europe, disons que c'est quand même un excès de langage. Voilà. Donc revenons donc aux principes qui régissent donc les accords de libre-échange. Alors, un accord de libre-échange, maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'on entend par accord de libre-échange? Alors, dans le mandat de négociation, donc, il est dit appliquer les accords de l'OMC. Alors, on revient à cette fameuse OMC, de 1994, et aller au-delà, c'est-à-dire faire encore mieux, dans le sens de la libéralisation. Et appliquer également les obligations concernant tous les niveaux de gouvernement. Alors, ces obligations, elles vont concerner tous les niveaux de gouvernement. Ça veut dire le niveau de l'État, la loi, la région, le département, et les communes. Donc, quand il y aura une règle du TAFTA, de libéralisation et de suppression d'une contrainte non tarifaire, elle s'appliquera à tous les niveaux de l'État, à tous les niveaux de gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les barrières non tarifaires? Eh bien, les barrières non tarifaires, c'est tout ce qui concerne une société. C'est tout ce qui est dans la Constitution. C'est tout ce qui concerne nos lois, nos règlements, nos décrets, nos normes. Alors les normes, c'est extraordinaire parce qu'il y en a des normes, il y a des normes pour tout en Europe, en France particulièrement. Il y a des normes sanitaires, il y a des normes environnementales, il y a des normes industrielles qui sont là elles sont pas. Bien sûr, certains disent qu'il y a trop de normes, mais
elles sont pas là pour embêter les gens, elles sont là pour la sécurité des gens, la sécurité de leur santé, la sécurité des transports dans les voitures. Les voitures, elles ne peuvent pas être faites n'importe comment. Et toutes ces normes sont contraignantes. Et toutes ces normes sont beaucoup plus contraignantes qu'aux États-Unis. Et à l'OMC, il y a la règle de négociation. La règle, ça va être non pas d'aller rejoindre les normes les plus contraignantes, mais diminuer justement la contraignance de ces règles et donc aller vers les normes les plus basses. Par exemple, aux États-Unis, vous avez du poulet qui est lavé au chlore. Vous avez des OGM, vous le savez bien. Vous avez également du bœuf qui est élevé avec des hormones de croissance. Donc tout ça, ça va être autorisé puisque ce sera la compatibilité des normes, ça veut dire arriver à ne pas aux normes des États-Unis en fait, puisqu'elles sont plus basses que celles que nous avons en Europe. Donc toutes ces règles-là, tous ces accords non tarifaires, ça va considérablement jouer sur votre vie, sur la nôtre, sur les règles de notre société. Alors il y a deux grands principes dont je voudrais vous parler à l'OMC, qui sont des principes qui sont fondamentaux, et pour vous montrer que jusqu'où on va aller. Il y a d'abord ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous accordez à une nation, à un pays, des droits de douane par exemple diminués ou nuls, vous devrez accorder aux autres pour le même produit les mêmes conditions. Prenons un exemple, le coton du Tchad. Nous avons des accords avec nos anciens pays coloniaux, où pour favoriser leur économie, nous avons baissé les droits de douane sur certains produits. Bon, le coton, je ne sais pas, je crois qu'il est un droit de douane relativement restreint pour le Tchad ou certains produits, et à ce moment-là, nous serons obligés de faire la même chose pour le coton des États-Unis. Le coton des États-Unis va envahir l'Europe, quoi. Donc, ça, c'est absolument certain. Il en sera de même pour des tas d'autres produits. Ça, c'est la clause de la nation la plus favorisée. Bon, une deuxième clause, alors encore plus insidieuse, qui va aller dans le sens de la privatisation des services publics, parce que, comme je disais tout à l'heure, les services publics aux États-Unis, c'est pas vraiment leur tasse de thé, hein, tandis que nous sommes attachés à nos services publics. Ça a fait à une époque, et ça fait encore, en ce qui me concerne, notre fierté. Je suis fier de nos services publics, et je voudrais encore en être fier. Et malheureusement, ça devient de plus en plus difficile, parce que on fait tout pour les faire tomber, on fait tout pour arriver à les privatiser, en disant, vous voyez, ils ne fonctionnent plus, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, on donne plus les moyens aux services publics de fonctionner. Alors que c'est la base d'une société comme la nôtre, une société comme la nôtre est basée sur la solidarité, devrait être basée sur la solidarité, et justement permettre par les services publics aux plus pauvres et aux plus déshérités de profiter d'un minimum de services. Alors, je reviens donc à la clause des principes des traitements nationaux, deuxième clause de l'OMC, qui va donc être bien entendu reprise et aller au-delà, puisque c'est dans le mandat de négociation. La clause du traitement national, ça veut dire que si une société, une entreprise qui, une fois les traités signés, aura le droit de venir s'établir en France, devra être traitée de la même manière que la même entreprise française ou européenne. Donc, par exemple, je prends un exemple, une université, comme les universités aux États-Unis, chacun sait que c'est extrêmement cher. Bon,
autour de 50 000 euros minimum, 50 000 dollars par an, jusqu'à 100 000 pour Yale. Donc Yale vient, mettons que Yale vienne mettre une succursale sur le territoire français, ou une ou deux succursales dans les grands centres, Paris, Bordeaux, Marseille, etc. Et il va demander à bénéficier des mêmes avantages que nos universités publiques. Nous ne pourrons pas, bien entendu, puisque nous ne sommes déjà plus capables de subvenir aux besoins de nos universités. Donc, il ne pourra pas le faire. À ce moment-là, que devra-t-il faire? Il devra privatiser. Il devra privatiser les services publics. Donc, on arrive par le biais de cette clause à un changement de société complet, qui va être une société à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que à ce moment-là, les valeurs communes, elles seront communes parce qu'elles ce seront les mêmes que celles qui sont dans les pays anglo-saxons. Et donc, nous allons nous aligner sur des pays qui n'ont pas du tout les mêmes traditions de vie, la même culture, etc. Donc, voilà. C'est vers ça que nous allons. Alors, le TAFTA, comme je le disais tout à l'heure, est en perte de vitesse. Nous allons l'abandonner, d'après ce qu'on nous a dit. Il ne va pas être signé. Et on va signer donc le CETA, parce que le CETA, c'est beaucoup mieux que le TAFTA. Alors d'accord, je veux bien, moi. Mais moi, je dis non. C'est pas très différent du TAFTA. En fait, ce qui change dans le CETA, c'est uniquement le règlement des différends. Parce que je vous ai pas non plus, il faudrait que peut-être y penser, souligner que dans le TAFTA, ce fameux règlement des différends est fait par un tribunal arbitral de trois arbitres qui sont nommés par les parties. Bon, ce sont des arbitres, ce sont des experts, des avocats, des hommes d'affaires, enfin pas des hommes d'affaires forcément, mais des avocats ou des juristes, des gens experts en droit international, en droit des entreprises, etc. Dans le TAFTA, donc 3 arbitres qui sont nommés pour le litige en question et qui doivent se prononcer sur cette affaire entre l'État et l'entreprise qui l'a attaquée. Et il faut noter que nous avons des exemples concernant le même traité, le même genre de traité qui a été signé depuis une vingtaine d'années, c'est l'ALENA, c'est-à-dire un traité de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et je vous mettrai également un lien donc pour cette affaire de l'ALENA où vous verrez ce qu'en dit le Canada, les résultats de 20 ans d'ALENA, ce que ça donne. Eh ben, c'est pas triste. Et vous verrez que les emplois délocalisés au Mexique et les litiges, les différents traités entre par le tribunal arbitral à chaque fois, sur 30 dossiers, 30 plaintes portées par les entreprises, 30 ont été jugées en faveur des entreprises. Le Canada a chaque fois été condamné. Donc ça préjuge bien des choses en ce qui nous concerne pour le TAFTA. Et puis le CETA, alors là, voilà, le CETA, lui, on nous dit c'est bien mieux parce qu'on a changé. On a changé le règlement des différends. C'est vrai. Le règlement des différends du TAFTA, du CETA, a été changé par rapport au TAFTA. Il devient du RDIE, règlement de différends et d'investissements entre États. Il devient ISDS et même ICS, c'est-à-dire un tribunal permanent. Au lieu que ce soit un tribunal provisoire créé à chaque fois, tribunal d'ailleurs, c'est pas un bon mot. Le tribunal, ça n'est pas un tribunal parce ce ne sont pas des juges, ce sont des arbitres, quoi qu'il en soit. Même s'ils sont permanents pour 5 ou 10 ans, ils ne font pas partie du corps juridictionnel des États. Ils sont totalement en dehors
de la juridiction, des juridictions, des instances judiciaires. Ils ont une formation d'experts, une formation d'avocats aussi, et en plus, ils ne sont pas obligés d'abandonner leur profession. Ils peuvent pratiquer leur profession d'avocat parallèlement à leur travail d'expert auprès du tribunal, si on veut dire, arbitral, du CETA. Il y a aussi une amélioration, il y aura possibilité de faire appel, mais il y a aucun détail de précisé sur l'organisation de cet appel, qui renvoie simplement, les textes renvoient à une délibération conjointe, Union européenne et Canada, qui devra intervenir rapidement après l'entrée en vigueur de l'accord. Et par contre aussi, la référence aux attentes légitimes des entreprises en matière de traitement juste et équitable par les États a été conservée. Donc, vous voyez que attentes légitimes, ça veut dire beaucoup de choses. Et ça ouvre la porte à des tas de contestations, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est alors cet accord CETA, qui a été donc, dont les négociations sont terminées, doit être signé, je crois, le 16 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va être contresigné, il va être ratifié par est-ce qu'il devra être ratifié par les parlements nationaux? Alors ça dépend de la qualification de l'accord, est-ce un accord mixte ou pas? Et le Conseil européen, le 13 mai 2016, s'était prononcé sur le fait que c'était un accord mixte, parce qu'il y avait des matières de l'AECG, c'est-à-dire de l'accord économique et commercial global, qui relevaient de la compétence mixte de l'Union européenne. Donc, le Conseil européen du 13 mai 2016 avait dit, ça sera un accord mixte, c'est un accord mixte, donc il faudra qu'il soit ratifié par les parlements nationaux. Mais actuellement, nous avons eu des déclarations de M. Juncker, qui est à la tête de la Commission, donc, et qui va dans le sens, lui, d'une non-mixité, et qui est en train de s'interroger là-dessus, et qui essaye vraisemblablement de nous faire passer le bébé sans ratification des parlements nationaux. Voilà. Alors, écoutez, voilà, j'espère avoir piqué votre attention, parce que je vous ai pas dit, j'ai pas dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus, c'est pas possible. D'abord, je sais pas tout, et puis en plus, là n'est pas le problème. Il faut agir, il faut essayer d'être réveillé, il faut pas se laisser avoir, se laisser faire, et il faut s'informer, aller sur Internet, aller lire les textes, voir les associations de vos quartiers, les associations de votre lieu où vous résidez, du département dans lequel vous vivez, et puis essayer de bouger par tous les moyens, de bouger par des écrits sur Internet, par des blogs et par des prises de parole en vidéo, enfin autour de vous, faites connaître autour de vous si vous le souhaitez, auprès de ceux qui ne connaissent pas, le peu que vous avez appris et le peu que vous connaissez de la nocivité de ces accords. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo bientôt sur ma chaîne. Merci.